Bonjour à tous et à toutes. Merci aux collègues lyonnais pour l'invitation. Je viens un peu faire le voisin stéphanois et c'est un grand plaisir. Et je réalise qu'en fait, je suis finalement connecté au DUEPP à travers le nombre de personnes que je croise dans mes activités et qui sont passées à un moment donné dans la formation, ce qui traduit aussi la longévité, la qualité de la formation. Et je vous remercie aussi pour l'ouverture parce que Franck Brochery de l'INSEP, moi de l'Université de Saint-Étienne, c'est vraiment agréable de faire un événement de ce type-là. Donc effectivement, je vais vous parler de profil force, vitesse en sprint. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais résumer en 20-25 minutes, 20 ans d'activité, de développement des connaissances. Plutôt que de cibler un point précis, je vais faire un peu un résumé de où on en est. On va donc voir des bases, on va voir un peu l'histoire de tout ça, parce que tout ça n'a pas débuté il y a 20 ans, vous l'imaginez bien. On parlera de méthode, c'est important, d'application, et puis on partira un peu dans le futur pour voir quelles sont les perspectives dans ce domaine-là. Alors en faisant ma présentation, je me suis dit, mais il y a 20 ans, je faisais quoi, j'étais où? En fait, il y a 20 ans, cette photo a été prise en juin 2002, et c'était mon année de master, deuxième année, donc de DEA à l'époque. Et ça, c'est un tapis roulant instrumenté qui existait dans le laboratoire de Lyon-Saint-Étienne, qui était dirigé à l'époque par les successeurs de Jean-René Lacour. Et voilà, on faisait déjà du sprint il y a 20 ans, alors on va peut-être se dire que ça ne sert à rien de faire autant de recherches pour 20 ans après être encore là. Et puis en fait, en fouillant dans les dossiers, j'ai vu qu'à l'époque, on utilisait un système qui s'appelait MS-DOS, c'est-à-dire que quand on faisait un sprint sur le tapis, on allait chercher la puissance et la vitesse qu'on a au bout de la barre aujourd'hui dans des lignes de code. Et on utilisait des disquettes. Ceux qui ne comprennent pas ce mot, qui n'ont jamais vu cet objet, voilà, on a utilisé des disquettes qui avaient pour capacité de stockage 1,4 mégas, donc en termes de capacité. Et puis avec moi, dans cette année de promotion-là, il y avait un Vincent P. Et puis il y avait un certain Martin B. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y avait aussi déjà de l'unité dans la formation des futurs chercheurs du domaine. Alors je vais commencer par les concepts. Le but du jeu dans ces recherches, c'est de quantifier, de mesurer la force produite par les athlètes en sprint. Et en fait, ça, c'est un challenge, parce que contrairement à beaucoup de disciplines dont on a parlé dans la journée, un sprinter, quand ça va à fond, ça couvre 10 à 12 mètres en une seconde. Donc pour capturer quelque chose sur lui ou sur elle, c'est très compliqué. Donc en fait, ce challenge, c'est quantifier la production de force. Et à quoi ça sert ? Un, ça sert à caractériser la performance, mais deux, ça sert à informer, à guider les entraîneurs sur quelles sont les qualités physiques à développer, quel est l'effet de mon entraînement. Et ça sert un peu à guider le travail de tout le monde. Donc le but n'est pas que de mesurer, le but est aussi d'informer. Alors juste pour cette approche-là, on a une approche plutôt macroscopique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans... Personne ne peut le faire. On ne rentre pas dans la production de force musculaire d'un ou deux muscles dans le corps. On reste sur une échelle très macroscopique. Mais cette échelle, pour moi, et pour les gens qui ont été un peu des mentors dans mes lectures ou dans mon encadrement, c'est l'échelle première. Si on veut bien comprendre un mécanisme, un être humain qui performe, il faut commencer par des modèles simples. Il faut entrer par des choses très macroscopiques. Ensuite, on ira vers le microscopique, vers les pièces du puzzle physiologique et autres. Ça ne veut pas dire qu'on les néglige. Je ne sais pas, la typologie des fibres, le pulse des unités motrices, etc. Ça veut juste dire qu'on va les considérer comme une deuxième étape dans l'analyse après cette étape macroscopique. Alors, ce n'est pas du tout nouveau le profil force-vitesse. Quand on mesure la force produite sur des exercices, on va dire pluriarticulaires, en pédalage, en développé couché, en squat, il y a une dizaine d'exercices qui ont été investigués. On s'aperçoit que cette organisation, elle est linéaire et elle est décroissante, ce qui veut dire que plus la charge est lourde, plus je produis de force, mais moins ça va vite et vice-versa. Et aujourd'hui, il y a encore des débats que je trouve un peu inutiles sur est-ce que c'est vraiment linéaire ou est-ce que c'est hyperbolique. En fait, ça dépend de quelle échelle on parle. Et vous savez, si vous avez ces notions-là de physiologie en tête, la fibre musculaire ou le muscle isolé a aussi une relation force-vitesse qui n'est pas linéaire, tout simplement parce qu'on peut aller chercher des zones beaucoup plus élevées que dans le corps humain, mais on va s'entendre sur le fait que quand on fait des exercices de type performance sportive, on est sur ce schéma de linéarité. Alors aujourd'hui, pour faire fun, on dit quasi linéaire. Voilà, comme ça au moins tout le monde est OK, quasi linéaire. Quasi, ça ne veut rien dire en fait, mais au moins ça satisfait ça clôt le débat et on passe à des choses que je trouve plus importantes. Alors pour mesurer la force en sprint, il n'y a que deux grandes façons de faire. Il faut instrumenter le sol qui environne l'athlète, parce qu'il faut aller chercher la force de poussée qui est produite.
Donc la première façon de faire, c'est une façon qui est née dans les années 80. Les premiers prototypes, les premières études, c'est des tapis instrumentés. Il y en a 2 dans le monde, et je suis chanceux parce que dans mon labo, il y en a un. Ça fonctionne bien, ça enregistre à la fois la force de poussée et la vitesse. Et puis l'autre façon de faire, c'est d'instrumenter la piste. Et dans le monde, il y a une dizaine de laboratoires qui ont des pistes instrumentées. Et bien sûr, vous l'avez compris, si vous voulez explorer du sprint, il faut quand même qu'il y ait plusieurs plateformes de force, parce que sinon... Et donc là, vous avez le système de l'INSEP qui fait 7 mètres de longueur. Et il y a un labo au monde qui a généré en 2017 une piste de 50 mètres, complètement instrumentée, où là, on peut évaluer les choses. Mais vous avez compris, quasiment inaccessibles, c'est des possibilités, mais qui sont, pour tout un chacun, inaccessibles. Alors ça marche bien, voilà mon collègue Pascal Edouard, qui fait un sprint sur le tapis. Là, on enregistre sa vitesse de course, la vitesse de déroulement de la bande du tapis, et sous le tapis, il y a des capteurs de force qui enregistrent la production de force en 3 dimensions. Donc ça, c'est ce qui se fait de mieux. Et ça date de 71-89, c'est pas très vieux. Hein. Mais c'est hyper frustrant parce qu'en fait, 99,9% des coachs concernés ou des athlètes concernés n'auront pas accès à ce genre de technologie. D'accord ? Donc partant de là, avec un jeune que j'ai encadré en doctorat et qui est maintenant un collègue du LIBM, hein, du laboratoire interuniversitaire ici, qui est Pierre Samosino, on a essayé de trouver une méthode pour recalculer la production de force sur la base d'un enregistrement de position ou de vitesse. C'est-à-dire on prend une info un peu plus simple à obtenir et on essaye de recalculer la force qui a été produite. Tout ça, c'est basé sur quelque chose qui, moi, me fascine, c'est que quand quelqu'un accélère, sa vitesse augmente de façon exponentielle, c'est-à-dire on génère énormément d'accélération au début, puis de moins en moins. Et quand on mathématise un peu ça, mais ça, c'est des gens dans les années 1920 qui ont commencé à observer ça. Dès qu'on a pu mesurer la vitesse de course, on a vu ça. Eh bien, on n'a pas grand-chose à faire pour recalculer la force qui a été produite. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante dans les lois de Newton, c'est que la force nécessaire à un mouvement, à une accélération, elle est proportionnelle à la masse et à cette accélération. Donc si vous connaissez la masse de l'athlète et son accélération, vous pouvez réestimer sa force. Et ce modèle exponentiel, on l'observe chez tout le monde. Quand les gens se donnent à fond et qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens, qu'ils accélèrent, ils ont cette forme exponentielle. On le voit chez des athlètes de haut niveau, on le voit chez des joueurs de sport co. Le record du monde d'Usain Bolt suit cette cinétique. Alors bien sûr, pas avec les mêmes paramètres que vous et moi, mais on suit la même courbe globale. Faut que je la mette à jour celle-là, mais mon gamin, quand il avait 3 ans, je lui ai demandé de faire un sprint droit devant lui et il a suivi cette croissance de vitesse exponentielle. Quand j'étais à l'université de Nice, on a eu un championnat du monde ou un World Games de Masters où on a évalué des gens et on a eu la chance d'évaluer cet athlète qui n'est plus là maintenant, mais qui avait 96 ans à l'époque et qui a fait un sprint devant nous. Il est monté à 16 km/h, normal, mais il y est monté de façon exponentielle. Donc sur cette base-là, on prend les lois de la mécanique et on recalcule la force produite par l'athlète au cours du temps. Cette mathématique, elle existe depuis le XVIIe siècle et elle a été réutilisée dans les années 20 par Archibald Hill, qui est un prix Nobel de physiologie, qui, là, vous le voyez, mesurait la puissance, l'énergie développée par les sprinteurs sur la base de leur vitesse de course. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau, il y a juste qu'on a peut-être poussé le concept vers l'entraînement. Cette photo-là, c'est une étude de 1928 et c'est la première utilisation de ce que Olivier vous a montré, c'est-à-dire c'est un encodeur linéaire, c'est un câble, là, on déroule du câble, voilà, et on enregistre la vitesse en fonction du temps et on recalcule la force et la puissance. Donc tout ça, ça marche bien et on a validé cette méthode en la comparant aux données de plateforme de force. Alors on l'a fait en 2 temps. Premier temps à l'INSEP, très bien. Deuxième temps, avec mon collègue japonais qui était venu me rendre visite à Saint-Étienne quelques années avant. Quand j'ai vu qu'il avait sorti cette piste, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, fais l'étude, mesure les forces, envoie-moi les données de vitesse, moi je vais calculer les forces et puis on va demander à quelqu'un de faire la comparaison. Et ça a donné lieu à cette nouvelle validation. Donc, la méthode de calcul des forces, elle est stable, elle est validée et elle nous permet de faire ce calcul. Vous avez la vitesse de course qui augmente sur un 30 mètres, par exemple. Vous avez la force horizontale, donc on prend en compte la force liée à l'accélération, hein, c'est dans cette direction-là. Et puis vous avez le produit des deux, la puissance. Au passage, vous voyez qu'en sprint, la Pmax est atteinte au bout d'1 seconde, ce qui a un impact énorme en termes de développement et en termes d'entraînement. C'est que si vous faites un sprint de 6 secondes, puissance maximale, ça se passe dans la première seconde. Tout le reste, ça n'est plus spécifique de la puissance. Et donc, quand vous faites
un graphique avec la force horizontale en fonction de la vitesse, vous avez quelque chose de linéaire et de décroissant. C'est la fameuse relation force-vitesse. Alors pourquoi on parle de profil force-vitesse? Parce que cette relation caractérise tout le monde, mais comme on a tous des orientations de cette relation différentes, ça devient notre profil individuel. Ma force maximale n'est pas la même que celle de Christophe, et ma vitesse maximale n'est pas la même que celle d'un coureur de haut niveau. Okay. Alors, dans les premières publications, la méthode c'est 2013, c'est-à-dire qu'à partir de 2013, on a commencé à calculer des choses. Il y a eu depuis une trentaine d'études d'application dans plein de secteurs. Donc là, vous voyez la préparation du set de Rio, des travaux avec des équipes de foot pro. J'ai des collègues qui ont adapté ça à l'accélération en hockey sur glace. Donc maintenant, il y a des franchises de NHL qui travaillent avec ça. Il y a aussi des travaux en France avec Jérôme Pérez autour de ça. Et donc, il y a eu plein d'applications que je ne vais pas couvrir, évidemment, mais si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Alors, pourquoi c'est important? C'est important parce que si on évalue la performance en sprint uniquement en mesurant le temps de course, on a une information qui est très pauvre. Parce qu'on s'aperçoit que le temps pour couvrir une distance, vous faites un test de 30 mètres, ne dit pas les qualités mécaniques sous-jacentes qui ont amené à cette performance. Par exemple, là, on a 3 joueurs du FCG rugby qui font le même temps sur 30 mètres et ils ont des profils en termes de force maximale et vitesse maximale très différents les uns des autres. Vous avez suivi les championnats du monde en salle, ça s'est joué à la photo finish sur 60 mètres chez les hommes, mais avec un schéma de course complètement différent et avec un profil complètement différent. Deuxième aspect des choses, ça c'est une étude que Pierre a publiée en fin d'année qui montre que pour un même temps de passage à 5 mètres, ou pour un même temps de passage à 20 ou 30 mètres, vous pouvez avoir des profils très différents. Donc ça veut dire que l'info d'un temps est une info relativement pauvre si on veut savoir quelle est l'orientation des qualités physiques des athlètes. Alors le dernier point de concept, c'est qu'on a posé ce modèle fonctionnel de la performance en accélération. L'idée, c'est que ce modèle, en fait, résume les recherches qui ont investigué les choses. Et ce modèle, il dit, si vous voulez être bon en accélération, il faut être capable de produire de la force. Bon, ça, merci, mais autant partir de quelque part. Mais il faut aussi transmettre cette force au sol avec efficacité, parce que ce n'est pas votre force qui vous fait courir, c'est la réaction du sol à votre force. Et ça inclut une déperdition d'énergie qui est limitée, et ça inclut une orientation de la force qui est efficace. Parce que si vous êtes un monstre, mais que vous poussez dans cette direction-là, vous n'allez pas être performant horizontalement. Deuxième chose, le contexte. Et c'est ce que vient de dire Olivier. Si pour atteindre votre force maximale, il vous faut 1 seconde, le temps de contact en sprint, c'est entre 100 et 120 millisecondes chez les gens qui vont très vite. Donc ce qui compte, c'est la force à très haute vitesse dans un temps de contact très court. N'oubliez jamais que à la fin de ma poussée, là, à la fin de ma première poussée, mon corps allait plus vite que lors d'un squat jump. Ce n'est pas une opinion, c'est des données. Donc le sprint, c'est très très vite une discipline à très très haute vitesse. Et puis la dernière partie du modèle, c'est un peu les éléments non linéaires, on va dire, les éléments des sports co, qui sont l'incertitude, la fatigue, etc. Alors, dernier point, les recherches de ces 5-10 dernières années se sont focalisées sur comment on fait, quels sont les groupes musculaires en jeu pour accélérer, pour produire de la force horizontale. Et les études sont assez claires aujourd'hui. Les 2 endroits du corps qui comptent le plus pour générer de l'accélération, c'est les extenseurs de la hanche, c'est-à-dire que la machinerie, j'aime bien cette analogie, le moteur, la génération d'énergie et de puissance, elle est essentiellement autour des extenseurs de hanche. Et l'autre groupe musculaire qui est fondamental, c'est les groupes musculaires qui font de la flexion plantaire et qui permettent ce geste de transmission de la force sur le sol. Et donc, si vous n'avez pas ces 2 composantes, vous avez, et j'ai beaucoup apprécié ce que Fred a dit tout à l'heure, vous avez encore des clés, vous avez encore des verrous à faire sauter. Et même si vous êtes parfois un sportif de haut niveau, en football et en rugby, on peut identifier des verrous et on peut les faire sauter. Si on ne répond pas oui à cette question, on quitte le job d'entraîneur ou de préparateur physique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout là. Quand j'entends « on ne peut plus modifier ça », j'ai les poils qui se dressent. C'est pas possible, fondamentalement. Rafael Nadal, en fin de carrière, a changé sa technique de service. Enfin bon. Donc, on peut le faire. La vraie question, c'est comment. Okay. Alors maintenant, on va passer aux méthodes très rapidement. Aujourd'hui,
Et ça, c'est une étude qui est menée par Charlie Fornazier, qui est en post-doctorat à l'INSEE. Pour faire simple, on peut établir le profil force vitesse en sprint avec des appareils qui ont des données de position ou de vitesse précises. C'est simple, hein? Voilà. Est-ce que je peux mesurer un profil avec tel appareil? Réponse, est-ce que cet appareil mesure précisément la position ou la vitesse? Si la réponse est oui, le profil est faisable. Donc aujourd'hui, on utilise des GPS. Les derniers modèles permettent de le faire. On utilise aussi des cellules photoélectriques, c'est un peu la base de la mesure de position. On peut utiliser des codeurs linéaires, c'est des machines comme le 1080 qui enregistrent la position et la vitesse. Bien sûr, et ça a été un des premiers appareils qu'on a utilisé il y a plus de 15 ans à Saint-Étienne, le radar, tout simplement. On peut utiliser un laser. Et pour résumer, si votre appareil est précis, votre mesure finale de force sera valide et précise. Et vice-versa. Si votre appareil ne mesure pas bien les données d'entrée, le modèle ne va pas faire des miracles. Hein, d'accord? Alors, tant et si bien qu'on a abouti à la génération de cette application qu'un collègue espagnol a développée, qui s'appelle MySprint. Et en fait, MySprint fait ce que Étienne Jules Marais faisait il y a plus de 100 ans. C'est-à-dire que sur la base de photographie, ou plutôt d'arrêt sur image d'un corps en mouvement, pour peu qu'on connaisse la position de ce corps en mouvement dans l'espace, on peut recalculer la vitesse de déplacement et indirectement la force. Dans le bouquin d'Étienne Jules Marais, tout ça, c'est écrit quasiment comme ça. Et l'application MySprint, elle fait exactement la même chose, sauf que, vous avez compris, elle le fait avec 10 fois plus de puissance, 10 fois plus de résolution temporelle. Donc, voilà, on était très frustrés de voir qu'on était descendu à un niveau d'entrée très simple en termes de variables, mais qu'il y avait encore un facteur limitant, c'était l'analyse des données. Donc, on a juste mis en place des feuilles Excel qu'on a rendues publiques, qui ont été largement téléchargées et qui ont permis maintenant aux gens de se poser la question autour de leurs variables et autour de leurs athlètes. Je vous donne un exemple tout simple. Voilà, ça c'est le record du monde d'Usain Bolt. On a récupéré la courbe de vitesse qui avait été publiée par la Fédération allemande d'athlétisme et on a fait passer notre modèle au milieu pour aboutir à la fin au profil, force maximale, vitesse maximale d'Usain Bolt. Sachant que l'appareil qui mesure la vitesse là, c'est un laser qu'il avait dans le dos. Les organisateurs allemands avaient été un peu malins. Ils avaient mis des lasers au couloir 3, 4, 5 pour avoir les données de vitesse. Et puis ils ont publié le rapport, ce qui nous a permis de calculer tout ça. Autre exemple un peu plus concret, un peu plus français, dans le projet Fulgur, qui est un autre projet financé par l'ANR, on fait des profils force-vitesse aujourd'hui au GPS. Vous voyez ici un exemple d'athlète qui est suivi. Toujours avec la même modélisation, vous voyez que là que le modèle passe très bien au milieu des données. Et on rend au coach, quasi instantanément, des bilans qui comparent les données de l'athlète à lui-même ou à elle-même en début de saison, qui comparent aux normes pour la discipline. Enfin voilà, après, tout ce qu'on fait de la donnée, quelque part, ça appartient au coach. C'est au coach de digérer et d'utiliser l'info. Deuxième partie, les applications. Alors je vais aller très court sur cette première application, l'entraînement un peu plus individualisé. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que quand vous évaluez une équipe de sport co, ça c'est un tableau de, je ne sais pas si c'est les Tigers de Leicester, 2015, on a toute l'équipe et donc sur chaque variable du profil, on a les joueurs par rapport à leurs collègues d'entraînement. Et on s'aperçoit qu'il y a des profils très différents dans une équipe et donc après, l'entraîneur se pose la question du puzzle. De quoi mon athlète a besoin sur le terrain, quel est son état initial par rapport à cette qualité-là, et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place à l'entraînement. Ça, c'est pas nous qui apportons les réponses, c'est les entraîneurs, et c'est toujours la question du « ça dépend ». Exemple typique, je suis une ligne avant, je manque de force horizontale, c'est le discours de Thibaut tout à l'heure, on s'aperçoit que je manque de force horizontale dans mon profil, eh bien, je vais faire un entraînement légèrement différent de quelqu'un qui a besoin de vitesse maximale. J'ai moi-même été joueur de foot et j'ai fait un peu de prépa physique amateur en sport co. J'ai jamais compris pourquoi, dans une équipe de sport collectif, quand il s'agit de développer la vitesse ou l'accélération, tout le monde faisait la même chose, très souvent. C'est-à-dire qu'on n'individualisait pas grand-chose. Et bien là, on s'aperçoit qu'en fait, différents profils égale différentes marges d'amélioration. On l'a dit tout à l'heure, quand vous avez une Vmax à 11 mètres par seconde, oui, c'est clair que là, la marge d'amélioration, ce n'est pas la même que si votre Vmax, c'est 6 ou 7. Hein, on est bien d'accord. Eh bien, quand vous répondez à cette question-là, vous orientez un peu mieux, vous rationalisez un peu plus les interventions. Je ne dis pas qu'il faut faire du tout ou rien, je dis juste qu'une partie de la prépa physique peut être individualisée en fonction de ça. Et donc on s'est amusé, enfin, oui, si, on s'amuse quand même.
on a fait beaucoup de recherches, je dis on parce que d'autres groupes de recherche l'ont fait, sur quelle modalité d'entraînement peut améliorer quelle partie du profil. Et là, là, on ouvrirait un truc qui prendrait 2 jours, donc si vous voulez lire ou voir nos résumés là-dessus, n'hésitez pas. Mais ça, c'est le cœur de nos recherches actuelles. Deuxième exemple d'application, la gestion des blessures, notamment aux ischio-jambiers. Vous savez que c'est un problème majeur. Pour faire simple, on a mis en place à la fois des méthodes de rééducation post-blessure, mais aussi des méthodes de screening et de prévention, donc par définition pré-blessure, dans lesquelles on va inclure le profil mécanique en sprint pour essayer de soit ramener l'athlète vers son profil quand il revient de blessure, soit éventuellement anticiper des changements de profil qui pourraient être liés à des faiblesses musculaires. Pour faire simple, si vous avez une désorganisation au niveau des ischios qui va peut-être se traduire par une lésion, à cause de la fatigue, à cause de plein de choses, on a observé que votre accélération, votre profil n'était pas exactement le même et qu'il y a des variables du profil qui changent en amont d'un problème de type blessure. Donc ça, c'est une approche qui est complètement individualisée parce que certains joueurs ont des problèmes de poussée horizontale, des problèmes liés aux ischios, d'autres pas, et on doit prendre en compte ces différences inter-individuelles. Plutôt que de dire, ça c'est le programme de prévention pour tout le monde, ça sous-entend que tout le monde a le même état et tout le monde a le même problème. Or, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà, on a fait pas mal de choses. L'étude principale qu'on a faite, c'est un suivi de cohorte sur 3 ans. Malheureusement, il y a eu le Covid au milieu, etc. Mais ici, on a publié le fait que quand on suit des footballeurs sur toute une saison, le profil horizontal en sprint n'a aucun lien prospectif avec le risque de blessure quand on le mesure en pré-saison. C'est-à-dire que la force maximale de poussée qui implique énormément les ischios en début de saison n'est pas liée au risque de blessure. Par contre, quand on mesure ça de façon répétée dans la saison, eh bien là, on a un lien statistique qui apparaît entre un F0 qui baisse en cours de saison et une survenue de lésions ischio en sprint dans les semaines qui suivent l'évaluation. Vous comprenez l'intérêt d'avoir de la granulosité dans l'évaluation et de ne pas se contenter d'un test de début de saison. Que veut dire le test du mois de juillet pour un footballeur quand on évalue quelque chose qui se passe au mois d'avril d'après? Mécaniquement parlant, il s'est passé des choses. Donc voilà un exemple d'utilisation. Et l'autre utilisation qu'on a, c'est sur la rééducation. Vous avez le profil, vous connaissez le profil pré-blessure de vos joueurs. L'un d'entre eux ou l'une d'entre elles se font, je sais pas, les croisés, un ischio, peu importe. Quand on revient à la pratique et que le staff médical est OK, le staff kiné est OK, et que donc l'athlète peut sprinter. Combien de fois j'ai entendu, bon c'est bon, la réhab est OK complètement, mais par contre allez-y mollo sur le sprint. Non, si. Donc quand on peut sprinter, on fait le test et on compare les profils. Et bien souvent on s'aperçoit qu'il reste des différences résiduelles. Et bien cette problématique-là, elle m'emmène vers les perspectives et vers des choses un peu plus in situ. Vous avez bien compris que pour mettre en avant les choses là, il faut faire un test. C'est le ticket d'entrée de l'information, c'est un test de 30 mètres maxi à fond. Voilà. On n'a pas trouvé mieux. Et bien parfois, ça pose un problème. Alors au début, j'essayais de combattre ça parce que pour moi, philosophiquement, un athlète de sport co, de rugby, d'athlète doit pouvoir sprinter. C'est un peu son pain quotidien. Mais j'ai très bien compris qu'il y a un contexte qui fait que tester les gens régulièrement, ça peut être un stress. Et donc plutôt que de continuer le combat, j'ai essayé de trouver des solutions pour générer de l'info sans avoir à faire ce fameux test maximum. Premier type d'approche, c'est ce qu'on fait avec les collègues du projet Fulgur, c'est d'essayer d'avoir maintenant des données pendant les compétitions. Là, les athlètes que vous voyez sont des athlètes français chez qui, et c'est Charlie Fournazier qui pilote un peu ça, on a maintenant des GPS qui sont portés en compétition et on a les vraies données de vitesse. Là, vous avez un 50 mètres haies à l'entraînement et je vais vous montrer juste après une vraie compétition ici pour un de nos athlètes français. Et là, maintenant, on apporte de l'information qui a pour moi 2 avantages. Le premier avantage, c'est que c'est entre guillemets de la vraie info de compète. Là, c'est pas un test, c'est un meeting international. Et le deuxième avantage, c'est que maintenant, avec 10 informations par seconde, on peut rentrer dans des détails que je suis un partisan de développer l'œil du coach, etc. Mais à un moment donné, l'œil du coach, pour différencier les pics de vitesse sur les 10 haies du 110 mètres haies, obligatoirement, il doit être aidé, augmenté de ce genre de mesures. Donc maintenant, on peut faire les profils en compétition sur les phases de départ. L'autre exemple d'un profil en compétition, c'est celui du football.
avec Pietro Di Prompero, on a développé, et des collègues italiens, cette notion de profil in situ. Alors je vais vous la résumer. L'idée, c'était de dire, est-ce que je peux récupérer le profil force-vitesse en accélération des footballeurs sans avoir à leur demander de faire un test de 30 mètres? Voire même mieux, en ne prenant que leurs informations de football. Donc là, l'idée, elle est simple. À partir du moment où les gars portent un GPS à longueur d'entraînement, ils s'en rendent même plus compte. Certains rentrent chez eux et se douchent chez eux avec, etc. Donc, on est totalement passif dans la collection d'informations. Eh bien, on va essayer de faire parler ce nuage de points. Alors, le nuage de points, il est tout simple. Vous faites une mi-temps de football, 45 minutes, c'est l'exemple que je vous donne là, ou un match. Et à la fin des 45 minutes, vous récoltez un nuage qui s'organise de cette façon-là. Donc, vous avez fait le calcul, 45 fois 60 secondes fois 20 infos par seconde. Là, j'ai un nuage où je vous montre toutes les accélérations qui ont été produites. Chaque petit point, c'est un 20e de seconde. Donc là, il y a toutes les accélérations sur le terrain, indépendamment de la direction, toutes les actions, en fonction de la vitesse de course. Et donc, vous comprenez, cette phase-là, c'est la marche. Donc ça, c'est les mecs se replacent, il n'y a pas beaucoup de vitesse. À partir de là, ça commence à être de la course. Et là, on va vers les vitesses maximales. Eh bien, regardez ce nuage de points. Si vous regardez la capacité, c'est-à-dire les valeurs maximales de ce nuage de points, vous voyez émerger un schéma, un pattern qui est assez clair, qui est un pattern linéaire, décroissant, et qui correspond exactement dans le concept au profil force-vitesse. Pourquoi? Parce que ici, ce sont les accélérations maximales du joueur, c'est-à-dire à vitesse très basse, boum, un appel, un changement de direction, un repli défensif. Et en revanche, quand le joueur court à 5 mètres par seconde, c'est-à-dire 18 km/h, évidemment, si je vous demande de courir à 18 km/h et de mettre un bon taquet d'accélération, vous n'allez pas pouvoir accélérer très fort. Vous allez être là. Et plus tard sur le terrain, ça, c'est les phases à vitesse max. Et vous comprenez qu'en fait, en jouant au football, bien sûr avec de l'engagement physique, si le joueur passe son temps à marchouiller sur le terrain, j'aurais pas un profil comme ça. Mais avec une intensité maximale, eh bien là, j'ai un profil qui est finalement une image globale, macroscopique, de ce qui s'est passé sur cette session de football. Et évidemment, ce profil, je vais le déterminer par l'accélération max, A0, et la vitesse max, S0. Donc ça, c'est le profil en football. Et donc, à l'heure actuelle, si vous voulez voir un peu plus d'infos, sur mon site internet, j'ai remis les liens YouTube de 2 conférences complètes qu'on a faites là-dessus. Eh bien, à l'heure actuelle, on est en train de réfléchir avec des clubs de football sur comment on utilise ce profil. Vous imaginez les possibilités d'application. Notre phase actuelle, c'est d'affiner la méthode. Cet article-là, c'est ce qu'on appelle une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on a sorti le concept, on l'a posé devant tout le monde. Là, on est en train de voir, est-ce que sur un match, il y a suffisamment de données? Est-ce que sur un entraînement, il y a suffisamment de données? Comment ça change d'un entraînement à l'autre suivant les instructions tactiques du coach? Enfin bref, on est en train d'asseoir les aspects méthodaux. Mais parallèlement à ça, on est en train de travailler à réexploiter les données existantes. On collabore beaucoup notamment avec le Paris Saint-Germain là-dessus et des clubs italiens. Et là, vous avez par exemple un joueur chez qui, à l'heure actuelle, notre unité de temps, c'est 1 semaine. C'est-à-dire que pour faire un bon profil force-vitesse en football, il faut 1 semaine d'entraînement plus un match. Un joueur qui est à fond, 1 semaine d'entraînement plus un match, il vous génère tous les points qu'il faut pour être stable dans l'info. Eh bien ça, c'est la semaine avant blessure ischio-jambier d'un joueur. Donc c'est son profil in situ pré-blessure. Je ne sais pas qui va se blesser, mais je sais qu'il s'est blessé. Et donc, je vais dans les informations de la semaine d'avant et je fais mon analyse. Et ça, c'est quand le joueur revient. Donc, il a fait sa réhab, le département testing médical est OK, sauf que le joueur, quand il joue au football, il atteint des vitesses max proches de ce qu'il était capable de faire avant. Par contre, sur les accélérations max, il est à la rue, il est à 5 mètres par seconde carré versus 8 en temps normal. Eh bien ça me permet de guider la réhab en disant au staff, attention, on a quelqu'un qui n'est pas encore revenu à son fonctionnement normal en foot, peut-être faut faire attention. Et je pense que tout ça, là, ça me fascine parce qu'il faut peser l'importance du fait que là, il n'y a pas de test. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que le joueur a fourni sur le terrain. Alors on a des données par exemple de performance, on a fait une étude avec des rugbymen italiens, avec des chariots très lourds pour développer leur force horizontale. Et on s'aperçoit que post-protocole, dans la semaine de rugby qu'on a évaluée, ils avaient tous une accélération max plus élevée. Ça veut dire qu'en termes de jeu, en termes de rugby, et Thibaut l'a un peu dit, c'est ce qu'ils ont mis en place avec le 15 de France dans ces 3 dernières années, il y a plus d'accélération.
Et là, c'est plus la volonté du gars sur un test dont on sait clairement que quand vous prenez un footballeur pro ou un rugbyman pro et que vous lui faites faire un 30 mètres, il vous donne ce qu'il a envie de vous donner. Hein. Donc là, on n'a plus le choix. Voilà, j'ai fait un résumé très rapide, mais on aura le temps de pousser la discussion. Je vous remercie. Et surtout, je remercie tous mes collègues, potes, amis, etc. Parce que, 20 ans d'activité, obligatoirement, c'est des gens autour. Donc, merci à tous et merci à eux.